Donc, dans cette vidéo est parfaite pour toi si tu es quelqu'un qui vend un service, tu vends une expertise, ou tu es dans une saison où tu as différents business qui t'intéressent. Tu as différents business que tu aimerais lancer et tu ne sais pas exactement sur lequel te concentrer. Tu ne sais pas exactement sur lequel te concentrer. Tu as différentes options qui se présentent à toi. Tu te dis, lequel est-ce que je vais véritablement lancer? Tout me semble intéressant. Comment est-ce que je peux choisir un? On aura cette session qui sera divisée en trois parties principales. On va parler de la différence entre être un expert et être un généraliste. Et quelle est l'importance en fait de choisir une expertise quand tu décides de développer une activité. Ensuite, on va parler de comment se positionner. Lorsqu'on a choisi l'offre qu'on va vendre, comment se positionner afin d'attirer des clients qui sont haut de gamme, qui sont prêts à acheter l'offre qu'on a choisie. Parce que le plus important, c'est pas juste de choisir, mais c'est vraiment encore une fois que j'ai choisi mon offre, mais comment m'assurer que cette offre-là se vendra. Et il y a un exercice pratique que je vais partager avec toi pour t'aider vraiment à aller au next level, pour vraiment t'aider à briser les différentes barrières et à vraiment réussir plus rapidement dans le processus de conception de ton offre. Une chose qu'il est important de rappeler, si tu me découvres par exemple cette vidéo, je suis Jolie Mathieu. Et ici, on parle de business, on parle d'entrepreneuriat. On parle de différentes stratégies pour t'aider à développer ton activité en ligne, à la lancer, à la développer grâce au marketing numérique spécifiquement. Parce que le marketing numérique, c'est littéralement un outil extrêmement puissant à l'ère à laquelle on vit du moins, pour vraiment accélérer le processus de croissance de tout business assez rapidement. On parle également de gestion de finances, parce que la gestion de finances, c'est littéralement un prérequis si on veut devenir indépendant financièrement. Si on veut devenir libre financièrement, il faut qu'on ait une belle prise en main de ses finances. Donc, on parle de gestion de finances et on parle également de mindset parce que c'est un peu comme l'élément qui ramène tout ensemble. Et dans ce soir, on a une session business focus véritablement, dans laquelle on parle de comment créer une offre, comment choisir une offre qu'on va vendre. Si tu es quelqu'un qui est multipassionné, tu es multitalentueux, tu es multipotentiel, et tu as très souvent le sentiment que tu peux faire tellement de choses, d'accord? Tu vas te dire, mais je peux lancer ce business, et puis il y a quelques business qui m'intéressent. J'ai 6 business que je veux lancer, ou j'ai même 6 business que j'ai déjà lancés, mais je ne sais pas véritablement lequel, mais j'ai le sentiment qu'aucun d'entre eux ne génère vraiment des revenus importants. D'accord? Je les ai lancés. J'essaye de jongler entre 2-3 business, mais concrètement, c'est un peu à la ramasse. C'est un tout petit peu à la ramasse. Comment est-ce que je fais concrètement pour que les choses aillent dans la bonne direction? Une chose que tu veux te rappeler, c'est il n'y a aucun entrepreneur qui est devenu excellent en ce qu'il fait en ayant 9 business en même temps. Il y a cette conception très souvent de avoir plus de sources de revenus, avoir 7 sources de revenus en moyenne, que le millionnaire en moyenne a 7 sources de revenus. Du coup, on se dit, OK, si je veux générer des revenus importants, il faut que j'ai cette source de revenus également, parce que c'est ce que tous les millionnaires font. La vérité, c'est que, c'est vrai, la plupart des millionnaires ont plus de sources de revenus, mais ces millionnaires-là ont construit différentes sources de revenus là au fur et à mesure. Ils ne sont pas allés de 0 à 8 sources de revenus, ils sont pas allés de 0 à 7 sources de revenus. Si tu es dans une phase de ta vie où tu n'as pas encore assis véritablement des revenus importants avec une activité et que tu veux te diversifier. Et quand je dis ici revenus importants, ça ne veut pas dire que tu es profitable. Par exemple, souvent quand on dit revenus importants, on se dit mais mon business génère de l'argent, je peux que je peux me diversifier. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ton business doit générer pas, c'est pas que tu prends le profit que ton business génère et tu le réinvestis ailleurs. Parce que l'idée, c'est quand tu as un business premium, il faut d'abord qu'il soit profitable. C'est la première étape. OK, j'ai lancé le business qu'il est profitable. Premier milestone, comme on dit en anglais. Deuxième milestone, c'est, OK, il est profitable, magnifique. Maintenant, est-ce que les profits que je réinvestis permettent de générer une croissance supplémentaire? Ça veut dire, est-ce que ça va crescendo en fait? Parce qu'il y en a des business qui seulement ils sont profitables le mois d'après, ils sont dans le rouge. Après le mois d'après, ils sont un tout petit peu hors de là, ils sortent la tête de l'eau. Après, c'est pareillement. Donc, c'est vrai que je suis profitable, mais est-ce que le profit que je génère est substantiel et est continu? Car si le revenu qu'on génère est comme ça en montagne russe, on n'a pas encore un business assez stable. Parce que tu as la phase où tu construis le business, après où tu scales, tu construis, tu stabilises et puis tu scales. Beaucoup de personnes sont encore en train de construire et chaque phase prend du temps. La phase dans laquelle tu construis ton business, c'est celle dans laquelle tu fais ton étude de marché, tu lances ton minimum viable product, tu testes, tu vois si les premiers clients, ce qu'ils pensent ton produit, ainsi de suite. Tu as tes premiers, on a toujours un moment de construire ton business. Après, c'est OK, je le rends profitable et je le stabilise. Ça veut dire, OK, j'ai des clients qui arrivent, j'ai des revenus que je génère. Comment faire en sorte que ces clients-là viennent encore et encore? Comment faire en sorte que chaque mois, on acquiert tel nombre de clients? Ça, c'est la phase où tu veux que ton entreprise aille de bébé, où tu la construis littéralement, où elle naît, à OK, elle est profitable, magnifique. Ça veut dire, OK, à la fin du mois, je reçois
en revenu plus que ce que je ne dépense. Parce que beaucoup d'entrepreneurs, ils vont lancer un business, mais à la fin du mois, ils dépensent plus que ce qu'ils ne reçoivent. Du coup, il est toujours dans le rouge. Il se dit, OK, bon, le mois prochain sera meilleur, et le mois d'après sera meilleur, et le mois d'après sera meilleur. Mais c'est comme ça, ils sont dans ce cercle vicieux là pendant longtemps. Et c'est un processus qui est normal de se dire, OK, quand je commence mon activité, au départ, il y aura des challenges. Il faut se rendre compte que ça ne doit pas être continu. Parce que si ce sont les challenges qui sont continus, ce qui se passe, c'est que à un moment donné, tu perds un peu de stamina. Et à un moment donné, tu commences à être dans une sorte de cercle vicieux où tu donnes, où tu passes 95% de ton temps à travailler chez c'est ce qui te rapporte 5%. Il ne te rapporte absolument rien. Ça, tu deviens dépressif en fait à un moment donné. Si tu passes un an à travailler chez un business et que pendant cette année-là, tu as uniquement sorti, que tu n'as pas eu d'entrée, ou du moins les entrées étaient plus basses que les sorties, il faut que tu t'arrives, tu te dis, quel est mon plan marketing, quel est mon business plan? Qu'est-ce qui ne marche pas en fait? Qu'est-ce que je peux changer dans ma façon d'opérer qui va faire en sorte que j'ai de meilleurs résultats en fait? C'est très important d'avoir cette perspective-là. Donc, la première étape, c'est ça, c'est OK, je construis le business, je m'assure que j'ai un produit de qualité. Deuxièmement, il est profitable, magnifique. Troisièmement, je stabilise les choses. Ça veut dire, je veux de la constance. Je veux aller, si je pars de 0 à 1, magnifique. Est-ce que je peux avoir 1 tous les mois? Première étape, très important. Parce que, OK, j'ai mes 1 tous les mois. OK, super. Maintenant, je vais aller de 1 à 2. Je vais aller de 1 client à 3 clients. Si j'ai, par exemple, un expert, OK, je vais aller de 1 client à 2 clients par mois que j'acquiers avec mon activité parce que je veux au final avoir des revenus qui vont crescendo dessus le temps. D'accord? Une fois qu'on arrive à ça, on a un business qui est solide. Et maintenant, si tu as quelqu'un qui essaye de lancer, par exemple, différents business et qui essaye de lancer 3 business en même temps, tu as 2 entrepreneurs, d'accord? Tu as Jean et tu as Félix. Jean, disons que les 2 entrepreneurs ont une boîte de consulting, OK? Ils sont dans la même ville, ils ont le même background, un background très similaire, ils ont le même capital initial pour se lancer, ils sont vraiment tous c'est pareil. Et du coup, tu as Jean, ils se lancent le business au même moment, même business, une boîte de consulting et tout. Tu as d'un côté Jean qui se dit, OK, tu sais quoi, je vais lancer ma boîte de consulting, me concentrer sur ma boîte de consulting pendant les 12 prochains mois, ne faire rien d'autre. Donc, je me concentre uniquement sur ça. J'essaie de trouver différentes stratégies pour la rendre profitable, pour trouver des clients, pour avoir ma visibilité en ligne, et ainsi de suite, pour avoir vraiment une offre de qualité et travailler sur cette offre-là. Et tu as d'un côté Félix qui dit, je vais lancer ma boîte de consulting, mais 3 mois après, il se dit, OK, je vais lancer mon business e-commerce, par exemple. Après 7 mois, il se dit, OK, tu sais quoi, j'ai un cousin qui m'a appelé du pays, il m'a dit qu'il veut lancer, il se met dans l'élevage de porc. Et il m'a dit que c'est vraiment une opportunité de malade. Il y a un terrain, on fait l'élevage de porc. Si on regarde les 2 entrepreneurs, on a une personne qui est restée focalisée sur une activité, un business, qui allait qui a dit à chaque fois comment je deviens meilleur, comment est-ce que j'améliore ce que je fais. Et de l'autre côté, quelqu'un qui s'est diversifié, qui a voulu faire 3 choses en même temps. Ce qui se passe, c'est que si on va dans le supposer que chacun d'entre eux travaille le même nombre d'heures par jour, d'accord? Félix, qui est en train de lancer 3 business du plus ou moins, aura du mal à acquérir avoir une expertise qui est assise comme celle de Jean. Pourquoi? Parce qu'il passe tout simplement, son focus en fait est partagé entre différentes activités en fait. Et c'est la raison pour laquelle quand tu lances une activité, tu veux te rendre compte que le business que tu as lancé en fait, il y a des personnes comme toi qui ont lancé le même business. Et si tu veux être compétitif, tu vas avoir des parts de marché que tu gagnes sur le long terme. Ça va requérir de toi que tu sois concentré. Ça va requérir de toi que tu fasses taire les distractions. Et que tu te dis, OK, je me donne 1 an, je me donne 2 ans pour ce business uniquement. Je le scale jusqu'à ce que j'arrive à tel niveau de revenu ou à tel niveau de profit récurrent. Et là, j'aurai la tranquillité d'esprit d'investir dans autre chose. Mais si à peine tu as lancé une activité, à peine tu as lancé, si tu veux diversifier, ce qui se passe, c'est que tu te dis, OK, je vais acquérir différentes compétences, je vais multiplier les chances de réussir. Non. Ce qui se passe, c'est que tu vas acquérir différentes compétences, tu vas être dans un business. 5 ans plus tard, tu seras toujours à l'état embryonnaire dans chaque business que tu as. Je parlais avec quelqu'un récemment qui me disait, on parlait de business et autres, et il me dit, oui, il m'a parlé parce qu'il me dit, c'est un business. Je dis, OK. Les business génèrent en moyenne quel revenu? Il me dit, oui, voilà combien ça génère et tout. Et je me rends rapidement compte avec les revenus que son business génère, en fait, il a déjà, sur les 5 business, il y a probablement 2 qui étaient profitables, le reste n'était pas du tout profitable. Donc, 3 n'étaient pas profitables du tout. Il était encore en phase de création et tout. Et les 2 qui étaient profitables, il ne se payait même pas du tout, en fait.
Donc, il avait 3 business, certes. Il avait 5 business, certes, mais 3 étaient en train de lui prendre de l'argent. Donc, il était en train de dépenser énormément sans avoir des retours. Et 2 qui étaient profitables, n'étaient pas assez profitables pour qu'il se paye un salaire à la fin du mois. Et ça fait probablement 4 ans qu'il a ces activités qu'il a lancées. Pourquoi? Parce qu'il refuse systématiquement de se concentrer sur une seule chose. Il veut absolument faire plus de choses en même temps. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il n'a pas le focus, la stratégie, la discipline nécessaire pour faire que l'un d'entre eux décolle véritablement. Parce que la vérité, c'est que tu n'as pas besoin de 5 business pour générer beaucoup de revenus. C'est ce que beaucoup d'entrepreneurs oublient. Je veux dire, le revenu que tu génères n'est pas corrélé au nombre de business que tu as. Il n'y a littéralement aucune corrélation. La corrélation qui est entre le revenu que tu génères, c'est la capacité que tu as à résoudre un problème qui est pertinent et présent. Si la capacité que tu as à résoudre un problème qui est pertinent et présent de façon excellente est là, tu auras un revenu qui sera important que tu vas générer. Mais si tu es la capacité que tu auras à résoudre un problème qui est pertinent et pressant, va requérir de toi que tu sois concentré en fait. Que tu te dises, OK, comment est-ce que je vais pouvoir apporter des solutions innovatrices et différentes dans ce problème qui est dans le marché, que mon entreprise résout, en fait, que mon business résout. Si tu essayes de résoudre en même temps 7 problèmes, ce qui se passe, c'est que tu ne deviens expert en la résolution d'aucun problème et du coup, tu passes ton temps à tourner en rond tout simplement. Si tu vois par exemple des boîtes comme, même quand tu vois des boîtes comme Amazon par exemple, qui aujourd'hui est l'un des plus gros sites, le plus gros, même pas l'un, le plus gros site e-commerce au monde, qui génère des milliards. Ils vendaient uniquement des livres. C'est tout ce qu'Amazon, ils vendaient. Tu allais chez Amazon pour acheter des livres, rien d'autre. Tu n'avais pas accès à différentes choses. Au fur et à mesure qu'ils ont eu des profits, ils ont une stabilité, ils ont une certaine récurrence dans leur chiffre d'affaires, ils ont dit, OK, let's go to the next level, let's scale. On va développer ce business, on va acheter différentes branches, on va acheter différents produits. Mais ça n'a pas été fait du jour au lendemain. Genre, il se lève le matin, puis Amazon est ce qu'il est aujourd'hui automatiquement. Non, il n'aurait pas réussi. Parce que acquérir l'expertise requiert du temps. Ou quand tu vois un entrepreneur qui a 7 business, je t'invite à aller regarder derrière, faire un retour en arrière. Tu vas te rendre compte que peut-être pendant les 3-4 premières années, il avait juste un service, un produit qu'il vendait. Après, au fur et à mesure, il s'est diversifié en fait. Ce qui se passe, c'est que très souvent, lorsqu'on veut devenir entrepreneur, on a très souvent un ego qui est sous-dimensionné. On se dit, OK, je vais tout faire maintenant. OK, je vais montrer à mes amis que je peux avoir cette business. Je vais montrer que je suis le CEO de cette entreprise. Mais la vérité, la question que je me souvent posée, c'est qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que le plus important, c'est de dire, OK, j'ai 5 business, ou le plus important, c'est de dire, OK, le business que j'ai, c'est un business qui est profitable et qui me rapporte des revenus importants tous les mois. Quelle est la priorité pour toi? Parce que tu ne peux pas avoir les deux, en fait. Il faut que tu choisisses, OK, voici ma priorité. Et encore une fois, tu peux générer des millions de dollars avec un seul business. Tu n'as pas besoin tu peux générer des millions de dollars avec une seule offre, en fait. Tu n'as pas besoin d'avoir 6 offres pour générer des revenus intéressants. Donc, au lieu de vouloir être le jack of all trades, ça veut dire connaître un tout petit peu de tout et ne maîtriser au final rien, choisis un truc. Choisis, OK, voici mon domaine de spécialité. Et un exemple que j'aime souvent prendre, c'est l'exemple d'un cardiologue et d'un médecin généraliste, en fait. Si quelqu'un a mal au cœur ou veut se opérer du cœur, est-ce qu'il ira vers le médecin généraliste ou il ira vers le cardiologue? Il ira forcément vers le cardiologue. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a face celui quelqu'un qui est un expert. Un expert dans un domaine vraiment précis, en fait. Donc, quand tu te focalises sur une offre, un service, un produit, un business, ce qui se passe, c'est que tu acquiers ta capacité à devenir expert accélère automatiquement. Parce que ton focus n'est que sur un seul produit, n'est que sur un seul, pas un produit, mais n'est que sur une seule compétence, en fait, que tu dois maîtriser. Et non seulement tu es également connu plus rapidement. On sait que si j'ai besoin de tel truc, je vais aller voir telle personne. Si j'ai besoin, je parle avec j'ai une personne qui m'est proche qui est récemment décédée du cancer. Et je parlais avec l'une de mes amies. On parlait de prévention de cancer du sein, ainsi de suite. Et elle m'a parlé d'une fille qui est sur les réseaux, sur Instagram notamment. Elle m'a dit, écoute, si tu as besoin de tout ce qui a trait aux prévention de cancer et autres, suis cette fille parce que c'est vraiment son domaine d'expertise. Et quand je suis allée sur la plateforme de la fille, j'ai vu que tout ce qu'elle créait comme contenu était autour prévention du cancer. Du coup, quand on parle d'elle, en fait, on dit, OK, si tu as besoin de quelqu'un, elle ne parle pas d'accouchement, elle ne parle pas de mal de tête. Elle parle de cancer. Elle parle de cancer pour les femmes, comment le prévenir, ainsi de suite. Cancer du sein. Elle a une niche, elle est spécialisée. Du coup, quand quelqu'un a besoin de cette compétence-là, c'est facile de dire, OK, si tu as besoin de solution à ce problème-là, va ici, parce qu'elle est la meilleure. C'est ça, en fait, c'est ça la beauté d'avoir d'être de choisir. Si elle parle en même temps de voici comment arrêter
je sais pas trop, voici comment résoudre sa relation de couple, voici comment accoucher, voici comment avoir une meilleure vie spirituelle, voici comment lancer un business. Au final, on ne sait pas de quoi elle parle, en fait. On se dit, mais cette fille, elle parle, en fait, de tout et de rien. Et il y a un truc important à savoir, c'est un compte, si tu veux être un influenceur et être payé ou créateur de contenu, mais c'est quand tu veux être un entrepreneur. Parce qu'un influenceur, c'est un qui peut parler de tout ce qu'il veut, parce que l'influenceur, son business model, c'est je suis payé sur la base des partenariats avec les marques. Donc, si je parle, je vais parler de ma crème solaire, demain je parle de mon voyage avec les enfants, après demain je parle de ce que je mange à midi, après je parle de ainsi de suite. Ils peuvent aller dans tous les sens parce qu'au final, leur façon de monétiser leur compte, c'est vraiment, le business, c'est vraiment avoir des partenariats avec différentes marques. Mais quand c'est que je me positionne comme un entrepreneur qui crée du contenu en ligne ou qui offre une expertise ou qui vend une offre, la façon à laquelle tu communiques doit être assez stratégique en fait. Quelle est mon offre en fonction de l'offre que tu as choisi? Quel est le problème que je veux résoudre? Concrètement, quelle est l'expertise que je peux apporter sur la base d'une compétence que j'ai acquise, sur la base d'une expérience de vie que j'ai eue. Par exemple, cette fille qui parle de cancer, c'est une qui a été diagnostiquée de cancer 3 fois. Elle a su le soigner de façon naturelle. Du coup, elle propose des différentes stratégies naturelles, complètement bio, des différentes habitudes adoptées pour prévenir du cancer du sein. Assez niche, assez spécifique, assez intéressant, c'est clair. D'avoir l'ajouté qu'elle apporte, c'est fantastique en fait. Parce qu'elle utilise son expérience de vie elle a transformé son expérience de vie en atout qu'elle a réussi à commercialiser. C'est un peu comme le copywriter qui va dire, OK, moi je suis un copywriter, je vais créer du contenu autour de ce qui est requis pour développer une activité à travers les écrits. Pareil. Donc, c'est ça en fait le truc. Quand tu as cette clarté au niveau de ton message marketing, ça permet justement d'attirer vers toi une audience cible qui a besoin de ce dont tu as parlé, de ce dont tu parles. Une audience cible qui n'est pas distraite ou qui n'est pas dispersée. C'est OK, je suis cette personne pour ce résultat. Et ça rend également beaucoup plus facile pour toi le processus de monétisation de ton audience. Parce que quand ton audience te suit parce que tu résous un problème qui est précis, c'est facile pour l'audience lorsque tu crées une offre, lorsque tu lances un projet, de dire, tu sais quoi, cette fille que je suis, elle parle de ça, c'est pour ça que je l'assure, je lui ai offert, elle a lancé tel service, tel produit, je vais l'acheter. Parce que c'est déjà ce que j'utilise, c'est pour ça que je la suis à la base. Donc si elle m'offre une opportunité d'aller plus loin, pourquoi ne pas investir? Par contre, si tu es quelqu'un qui parle de tout et de rien, au final, quand tu vas parler de ce que tu as à vendre, on se dit, mais bon, aujourd'hui, elle parle de ça, demain, elle parle de celui-là. Écoute, pourquoi est-ce que je devrais acheter? Il y a une étude qui est sortie récemment qui parlait, même une étude, un article, qui parlait récemment d'un influenceur qui a fait un partenariat avec une marque. Parce que très souvent, c'est ce que les marques vont voir des influenceurs, les personnes qui ont des grosses audiences, ils font des partenariats, la marque paye un montant et l'influenceur ou la personne en question promeut le produit ou le service sur sa plateforme, ainsi de suite. Assez classique, on l'a tous vu au moins une fois, si on passe plus de 5 minutes en ligne, des personnes qui font des promotions et autres. Et ce qui se passe, c'est que la marque allait voir cette influenceuse et qui avait une assez grosse audience, je pense dans les 500 000 abonnés across sur ces différentes plateformes. La marque a dit qu'avec une personne qui a autant d'abonnés, on est sûr que la promotion qu'on fera rapportera des ventes. Ils sont allés voir l'influenceuse en question, parler de ce qu'ils avaient offert. Elle dit, OK, parfait, on le fait ensemble. Elle parle du produit, c'est un produit skincare et tout, une gamme skincare. Elle en parle. Et la marque se plaignait par la suite. Parce que la marque s'est rendue compte que pour le prix qu'elle avait négocié, en termes de ce qu'elle voulait être payée pour ce partenariat-là, et les ventes qu'ils ont reçues derrière, ils ont reçu 2 à 3 ventes derrière. Ils se sont dit, mais comment c'est possible avec l'audience qu'elle a, et tout ce qu'on a pu générer comme profit, en fait. Et du coup, ils s'en plaignaient du fait que, mais c'est pas possible, c'est pas la. Et pour te dire, en fait, très souvent, on a le sentiment que parce que j'ai une audience qui est large, ça veut dire que je vais vendre plus de produits, alors que c'est pas forcément le cas. Il n'y a pas de corrélation, en fait. Tu as souvent des personnes qui ont une petite audience, mais qui peuvent vendre beaucoup. Par exemple, je parlais avec une fille cette semaine, en appel de consultation. Elle a une audience de 38 000 abonnés sur Instagram. Elle est nulle part ailleurs, elle est uniquement sur Instagram. Et avec les 38 000 abonnés qu'elle a, l'année passée, elle a réussi à générer 750 000 € avec son activité. Pourquoi? Parce qu'elle offre des services de coaching à des personnes qui veulent se lancer dans l'industrie pharmaceutique. Donc, elle aide à trouver des fournisseurs, à transporter les produits de l'étranger pour leurs différents pays. Elle aide avec les différents processus. Comment tu veux lancer dans l'industrie pharmaceutique et développer une activité? C'est elle que tu suis. Vu qu'elle a une audience niche et qu'elle a une offre, elle est spécialisée dans ce qu'elle offre, elle a un service qui est high ticket derrière, elle a la capacité à convertir son audience en client de façon beaucoup plus simple. Elle n'a pas besoin elle n'a pas 10 offres en fait. Elle a 2 offres,
une offre qui est pour les personnes qui débutent et ceux-là qui veulent développer leur activité, leur pharmacie, qui veulent aller de pharmacien à avoir vraiment une industrie pharmaceutique. Ce sont les deux offres qu'elle a en fait. Autour d'une audience qui est vraiment très, très, très spécifique. Personnes qui veulent lancer une industrie pharmaceutique dans leur pays respectif, elles les accompagnent dans le processus en fait. Et une autre beauté, quand tu as justement cette capacité-là à être focus sur une offre, c'est que tu peux facilement, tu optimises tes ressources. Tu optimises tes ressources et tu optimises également ton processus de vente. Parce que, encore une fois, quand quelqu'un vient vers toi, c'est OK, je viens vers cette personne parce que j'ai besoin de tel produit, tel service, voici le prix qu'elle offre et je veux travailler avec elle ou pas. C'est immédiat, c'est automatique. Et tu as également une croissance plus rapide. Pourquoi? Parce que quand tu parles de ce que tu as à vendre, encore une fois de plus ici, on sait rapidement, tu as la capacité à capturer ton audience plus facilement. Si aujourd'hui, par exemple, vous qui me suivez sur ces différents comptes, si aujourd'hui je commence à parler, aujourd'hui on parle de business, on parle de finance, on parle de mindset, en général sur ce compte, si demain je commence à faire des commentaires sur le match de football, après dans deux jours, je vous parle de ce qui se passe chez le gossip je sais pas trop, de la fin de semaine, après je commence à parler de ce que, pourquoi ne pas avoir des sugar daddy ou ce que les filles, je sais pas trop, mais non, ça va dans tous les sens en fait, parce qu'après on sait pas trop de quoi je parle. Je suis littéralement dans tous les sens. Donc à toi, ce que je me fais, c'est que je suis face à une introspection de me demander, est-ce que ce dont je parle, est-ce que je suis focalisé sur un truc ou est-ce que je vais dans tous les sens très souvent? Présentement, où est-ce que je me situe en fait? Est-ce que je suis un peu éparpillée dans mon message ou est-ce que je suis vraiment focus? Il y a une personne qui a pris un appel de consultation récemment qui m'a dit, OK, Jolie, je comprends pas pourquoi je n'ai pas de vente. J'aimerais que tu m'aides à comprendre ce qui se passe. Je dis, OK, parfait, on t'en appelle de coaching, je vois ces différentes plateformes. Je dis, OK, je me rends compte que ton contenu, elle me dit, OK, je poste du contenu tous les jours. Je poste du contenu tous les jours sur TikTok, sur Instagram et sur Facebook, mais je n'ai pas de vente que je génère. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, OK, on fait un audit de sa stratégie de contenu, on regarde sa ligne éditoriale et je me rends compte que elle poste du contenu qui n'a rien à voir avec ce qu'elle va en fait. Elle poste du contenu lifestyle, elle poste du contenu sur sa vie de famille, elle poste du contenu sur ses hobbies, comme je disais encore tantôt, lifestyle et tout. Et elle s'est dit, il n'y a pas de vente que je génère. Je dis, oui, mais quand je regarde le contenu que tu crées, tu parles très peu, tu ne parles littéralement pas de ce que tu vends, de ce que tu as offert comme expertise. Elle me dit, oui, mais est-ce que le but pour moi, c'est d'abord d'avoir une audience qui me connaît bien, j'ai lu quelque part que les vidéos lifestyle, les contenus, les vlogs pouvaient aller viral rapidement. Donc, j'ai voulu commencer avec ce genre de contenu pour juste grandir mon audience. Et après, quand je l'aurai grandi, je vais commencer à parler de ce que j'ai à vendre. Je lui dis, OK, mais si c'est ça la stratégie, pourquoi est-ce que tu te plains que tu ne fais pas de vente? En fait, si tu sais que, pour moi, c'est OK, je vais grandir mon audience, après, je vais vendre. Elle me dit, oui, parce que ça fait des mois que je fais ça. L'audience grandit un tout petit peu, mais il n'y a pas de vente qui se crée. Je me disais que quand l'audience allait grandir, ils allaient découvrir ma page, aller sur le lien dans la bio et acheter ce que j'ai à vendre. Je dis, OK, très bien. C'est un piège dans lequel beaucoup de personnes tombent. Le piège de se dire, oui, si j'ai une plus grosse audience, je vais vendre plus. Donc, j'ai besoin de plus d'abonnés. Mais la vérité, c'est que la raison pour laquelle tu ne vends pas, c'est parce que tu as une grande audience. Tu peux générer 6 chiffres avec une audience de 1000 personnes. Tu peux générer 6 chiffres, ça veut dire 100 000 euros avec une audience de 1000 personnes. Si tu vends un produit à 1000 euros et que tu vends 10 de ton produit, tu payes 10% sur ton produit, à la fin de l'année, tu as 6 chiffres en fait. Si tu vends, donc, tu n'as pas besoin d'avoir 100 000 abonnés pour générer 6 chiffres. Tu n'as pas besoin d'avoir 50 000 abonnés pour remplacer ton revenu salarial et devenir entrepreneur à temps plein. Un exemple juste même sur moi. Quand j'ai réussi à remplacer mon revenu salarial et devenir me mettre à temps plein, j'avais probablement... Oh là là, c'est terrible. Je pense que j'avais peut-être moins, j'avais moins de 5 000 abonnés sur tous les réseaux. J'avais 3 000 abonnés sur LinkedIn. J'avais 1 000 abonnés sur Instagram. J'avais moins de 1 000 abonnés sur Instagram à l'époque. J'avais pas de TikTok. Et j'avais peut-être 1500 abonnés sur Facebook. C'était tout. Hein. Sur Twitter, 300 abonnés. Je ne suis même pas Twitter. Moi, je ne suivais pas Twitter à ce moment-là. Et honnêtement, j'avais moins de 5000 abonnés. Hein, quand j'ai réussi à me remplacer, mon revenu et tout. Le nombre d'abonnés que tu as n'a pas d'impact sur les revenus que tu génères. Ce qui a un impact, c'est la capacité que tu avais fondamentalement à communiquer la valeur que ton offre apporte. Et tu auras une facilité à communiquer la valeur que ton offre apporte si tu sais quelle offre que tu as, en fait. Si tu as plusieurs offres derrière, ce sera compliqué.
Et souvent, c'est important de mettre l'ego de côté parce que l'ego, c'est la plus grosse chose qui nous empêche, en fait, d'avancer. Notre ego, c'est un peu le paraître. Tu vois, déjà, ok, tu sais ce que tu aimerais avoir, tu sais ce que tu aimerais faire, mais tu as l'ego qui te donne le sentiment que ce n'est pas assez bien. Ça veut dire, ok, je sais que le plus important pour moi, c'est de générer mon activité, d'avoir des clients, mais mon ego me fait comprendre subconsciemment que ce dont j'ai besoin, c'est d'avoir plus d'abonnés. Mais c'est pas ce dont tu as besoin. Ce dont tu as besoin, c'est d'avoir des revenus que ton business génère, en fait. Les abonnés importent peu. C'est de comprendre comment communiquer la valeur que ton offre apporte afin que les gens veuillent l'acheter. Quand tu as une plateforme au niveau de ton offre, tu as la capacité à convertir rapidement des abonnés en clients derrière. Comme je prends encore le cas de la personne qui occupe du conseil pour des femmes. Si la femme la fille qui s'occupe du cancer, elle est coach conseil pour des femmes, coach cancer, non, coach santé pour des femmes, et elle aide à prévenir le cancer ou à remédier au cancer avec des méthodes naturelles. Si une femme est dans une étape de sa vie où elle a soit des doutes sur le fait qu'elle a un cancer ou elle a un cancer en phase première, si elle tombe sur le profil de cette femme qui dit, ok, voilà, je t'accompagne pendant les 6 prochains mois, pendant les 3 prochains mois à éradiquer ce cancer qui sommeille en toi, et voilà le prix que je facture pour cette offre-là. Si elle peut parler à 5 femmes et convertir les 5 femmes en clients, en fait, elle n'a pas besoin de parler à 5000 femmes. Elle peut littéralement parler à 100 femmes qui, peut-être dans leur famille, ont vu des personnes partir à cause de conseils du sens. Et elle parle, voilà ce que je t'offre comme truc, comme valeur et tout. Ces femmes, j'ai besoin de jouer contre rien ensemble. Pourquoi? Parce qu'elle a défini une offre. Elle a défini littéralement le problème qu'elle résout. Et cette clarté-là, c'est un pouvoir que tu dois avoir en tant qu'entrepreneur. C'est extrêmement puissant quand tu peux clairement articuler quelle est la valeur que quelqu'un aura lorsqu'il travaille avec toi. Quel est le problème que ton offre résout? Un prospect qui a un esprit confus te dira toujours, parce que quand le prospect essaye de réfléchir, de comprendre de ce qu'elle vend là, qu'est-ce qui m'intéresse en fait? Qu'est-ce que je peux acheter? Tu l'as déjà perdu en fait. Parce que maintenant, tu lui donnes du travail. Maintenant, le procès dans les situations, ok, mais qu'est-ce que tu dois acheter en produit? Et tu cours également aussi que la personne va prendre ton offre et n'est pas satisfait derrière. C'est aussi ce que tu cours. Par contre, si je te dis, ok, je t'offre un programme dans lequel je te montre exactement comment créer ton audience en ligne, comment la monétiser, comment trouver ton audience cible, comment créer ton offre et comment générer des revenus avec ton offre. C'est une offre que j'ai, elle résout différents problèmes. Et tu as le tout dans un packaging, en fait. Tu n'as pas besoin d'offrir 8 offres. Je peux t'offrir une offre qui est solide et qui résout différents problèmes, en fait. Et donc, c'est que je vais te demander comment est-ce que je fais en sorte, et surtout si tu veux facturer des prix high ticket pour ce que tu as à offrir, et si tu veux avoir des clients que tu convertis rapidement, demande-toi comment est-ce que je fais en sorte de créer vraiment un produit, un service, une offre qui permettra que mon audience aille d'un point A au point B de façon complète. De façon complète. Parce que la vérité, c'est que si tu vends une offre qui permet à quelqu'un de résoudre un petit problème, après, besoin dans le deuxième petit problème, ce n'est pas très intéressant. La personne aura le sentiment, oui, j'irai avec cette fille, mais je n'ai pas vraiment eu le résultat que je voulais atteindre avec elle parce que ce n'est pas trop ça, en fait. Donc, il y a de la puissance dans la clarté. Plus tu auras de la clarté dans ce que tu as à vendre, plus tu pourras vendre facilement. Et donc, quels sont les critères que tu vas avoir à l'esprit pour choisir ton offre? C'est très important d'avoir ces critères-là à l'esprit. Et je t'invite ici à prendre vraiment des notes, à te dire, OK, est-ce que ce que j'ai choisi, est-ce que l'offre que j'ai choisie, est-ce que le business que j'ai choisi, le business model que j'ai choisi répond à ces différents critères? Prends un tableau. Dans le tableau, tu prends une colonne dans laquelle tu as les différents critères. Et puis, tu as des colonnes dans lesquelles tu as le business model d'affaires ou différentes offres que tu as à l'esprit. Tu dis sur chacune de ces offres-là et je veux que tu donnes des notes. OK, pour chacun de ces critères et pour les différentes offres que tu as, pour les business que tu as, donne une note de 1 à 5. 1 qui veut dire je le sens pas trop. 5 qui veut dire magnifique, c'est bon. Là, on est good. OK? Donc, on a 5 critères. D'accord? 5 critères. On a une note de 1 à 100. Et je veux que tu fasses des exercices pour toi. Pour avoir rapidement de la clarté à ce niveau. Premier critère que tu vas voir, c'est quel est le potentiel de rentabilité. Quel est le potentiel de rentabilité? Ça veut dire, sur la base de mon analyse de marché, de la demande qui est présente par rapport à mon service, mon offre, quelle est la capacité que j'ai à générer un profit? Parce que le but, le nerf de la guerre quand on est entrepreneur, c'est le profit. Est-ce que ce business, quelle est la probabilité que ce business soit rentable? Extrêmement important. Sur une échelle de 1 à 100, quelle est la probabilité? Et je vous remercie que tu ne sois pas biaisé.
que tu sois vraiment complètement neutre. OK. Concrètement, OK, c'est bien. Quel apporté je pense qui sera profitable? Donne une note. Sur la base, encore une fois, quelle est la demande? Quel est le niveau de compétition sur le marché présentement? Quelles sont tes compétences en tant qu'entrepreneur? Parce qu'il est important que tu comprennes que les compétences que tu as jouent un rôle massif en termes de revenus que tu vas générer derrière. Donc, là, ces différents trucs-là, quelle est la demande sur le marché, comme on l'a encore dit tantôt, et dis quel est plus ou moins le revenu, le profit que je peux générer avec ce business. Où est-ce qu'on se situe? OK? Pour penser de rentabilité, c'est la première chose. Deuxièmement, quelle est mon expertise autour de la chose? Qu'est-ce que je sais sur ce business? Est-ce que j'ai un background? Est-ce que tu peux regarder soit ton expertise, soit ta passion? Ça veut dire, est-ce que si je n'ai pas encore une expertise, ok, si j'ai une expertise parfaite, quel est mon niveau d'expertise? Combien d'années est-ce que j'ai passé à étudier ça? Qu'est-ce que je sais déjà par rapport à ce business? Comparé à mes concurrents, par exemple. Si tu n'as pas d'expertise, demande-toi, est-ce que je suis passionné par ce business? Est-ce que c'est quelque chose vraiment que je me vois en train de passer des heures à étudier, à travailler dessus? Est-ce que c'est vraiment un truc qui me passionne? Parce que si donne-toi une note. Sur une échelle de 1 à 100, quelle est ma note? Est-ce que je suis vraiment passionné par ce business? Est-ce que c'est vraiment ce que je me vois faire au quotidien? Ou est-ce que je le fais parce que j'ai une copine qui m'a dit que c'était rentable, ou j'ai une fille sur TikTok qui m'a dit que c'était un business rentable, ou j'ai un gars sur YouTube que j'ai vu qui m'a... Non. Est-ce que je suis vraiment passionné? Parce que la vérité, c'est que quand tu lances un business, en fait, il faut que tu sois enthousiaste sur le long terme. C'est ce dont on parle très peu. L'enthousiasme que tu as initialement pourra flétrir avec le temps. Il faut que tu puisses être enthousiaste même quand rien ne se passe. Il faut que tu puisses être enthousiaste même quand tu as le sentiment que ce que tu fais n'avance pas. Il faut que tu puisses être enthousiaste même quand tu as le sentiment que tu t'es retroussé les manches, tu n'as pas eu la réussite que tu voulais vraiment avoir. Si tu n'as pas une passion ou une expertise pour ce que tu es en train de faire, tu n'auras pas cette stamina-là qui a la capacité à persévérer. C'est pour ça que tu peux avoir deux entrepreneurs qui font le même business dans la même ville, qui ont les mêmes challenges, le même capital initial, et tu as un qui explose, l'autre qui n'arrive même pas à avoir un client. Pourquoi? Parce qu'il y a un qui a été passionné, qui a dit, tu sais quoi, je vais aller all-in, je vais investir ce qui est requis pour réussir sur le long terme. Donc, souvent, tu peux transformer la passion. Si tu n'as pas de passion, il faut également que tu aies une soif de réussir. Parce qu'il y a souvent des personnes qui te disent que je n'ai pas forcément eu la passion pour ce truc, mais j'avais la rage de réussir. Et je me suis dit que je ferais tout ce qui était requis, tout ce qui serait requis pour réussir. Ils avaient une raison qui était assez forte, qui les a poussés à travailler de façon acharnée. Mais il faut que tu aies ce truc en toi. Et personne ne peut te l'apporter, en fait. Pas un mentor, pas un coach, pas des vidéos de motivation. Parce que les vidéos de motivation que tu vas regarder sur YouTube, c'est temporaire, en fait. Tu seras motivé pendant 5 minutes, après, la réalité va te rattraper, en fait. Tu seras motivé pendant 1 heure, après, la réalité va te rattraper. Il faut que tu peux regarder des vidéos de motivation 24 heures sur 24. Tu sais que tu ne travailleras pas derrière. Il faut que tu puisses être à même d'avoir cette hargne en toi, ce désir brûlant en toi de réussir avec l'offre que tu décides de déployer sur le marché. Sinon, tu ne feras pas long feu, en fait. Tu ne feras pas long feu. Parce que tu n'auras pas cette stamina qui est requise pour réussir. Et je te garantis que n'importe quel business que tu vas lancer, tu seras testé. Tu seras testé. Je veux dire, il n'y a pas de business que tu vas lancer et qui sera comme ça tout le temps, en fait. Ça n'existe pas. Juste dans les contes de fées, en fait. Les vrais business, tu vas lancer au départ, ce sera comme ça. Après, ça va décoller. Après, ça va redescendre. Après, c'est comme ça, en fait. C'est comme ça. C'est quand tu regardes dessus. C'est quand tu fais quand tu regardes au niveau macro, quand tu te retires et que tu regardes je regarde sur les 6 derniers mois, sur les 12 derniers mois, tu vois que la courbe est grande. Mais si tu regardes au jour le jour, en fait, tu auras le sentiment que tu es en train de dandiner, en fait. Et donc, pendant que tu seras comme ça, il faut que tu aies la stamina de continuer à travailler, que tu aies la persévérance, que tu aies la constance. Et tu n'auras pas ça si tu n'as pas un certain niveau de passion, si tu n'as pas un certain niveau d'expertise que tu as acquise, si tu n'as pas un désir brûlant de réussir. Tu ne tiendras pas le coup, en fait. Tu ne tiendras pas le coup. Donc, donne une note, en fait. C'est très important. C'est l'un des critères les plus importants. Parce que je vais te dire un truc. Tu peux avoir deux entrepreneurs, un entrepreneur qui est pas forcément très intelligent, pas forcément très doué initialement, et tu as l'autre tu as quelqu'un qui est vraiment phénoménal, qui est doué, qui est talentueux et tout, et tu as les deux qui lancent un business. Celui qui est doué, talentueux, qui est naturellement plus intelligent, peut
avoir des résultats minimes comparé à cette autre personne, si cet entrepreneur a la résilience pour continuer à avancer. Pour réussir en entrepreneur, tu as besoin d'être très intelligent. Pour réussir en entrepreneur, tu as besoin d'être le meilleur. Genre, ok, je suis le premier de la classe, je suis le plus intelligent. Non. Pour réussir, tu as besoin d'être le plus constant, le plus entêté, le plus travailleur, avoir la meilleure éthique au travail. Être prêt à te dire, ok, je vais me retrousser les manches pour comprendre comment ça marche. C'est ce qui est réussi véritablement. Donc, et tu n'as pas, encore une fois, la passion avec c'est vraiment, c'est tout en fait. Et si tu n'as pas encore l'expertise, ne dis pas que je n'ai pas l'expertise, avec que je ne peux pas les acquérir. Si tu n'as pas l'expertise et que tu as la passion, tu peux acquérir l'expertise, tu peux acquérir les compétences. C'est la chose la plus facile à acquérir en fait. Tu peux acquérir n'importe quelle compétence en 12 semaines. En 3 mois, tu acquiers une compétence, au moins les bases pour comprendre comment ça fonctionne. Même moi, je peux acquérir une compétence en un week-end. Si je reste ce week-end pendant les 20 prochaines heures, les 30 prochaines heures, je vais aller all in cette compétence, je vais vraiment la maîtriser. Tu peux acquérir une compétence en un week-end. Donc, si je n'ai pas encore l'expertise, est-ce que je peux acquérir, est-ce que je sens en moi le désir d'acquérir l'expertise? Est-ce que je peux vraiment me repousser les manches pour l'acquérir? Si la réponse est non, si tu dois pas en train de travailler à étudier pour acquérir l'expertise, alors c'est pas le bon pour toi. Le troisième critère, c'est la scalabilité. C'est quoi la scalabilité? C'est la capacité que tu as à croître le business sur le long terme. Quel est le potentiel de croissance que le business a? Est-ce que c'est un business que je vois? Quelle est ma vision sur 5 ans? Quelle est ma vision sur 10 ans? Et quand je fais mes projections en termes de revenus, où est-ce que je vois? Qu'est-ce que je pense? Quel est le niveau de revenus que je pense que ce business peut générer? Où est-ce que je veux aller? Est-ce que je veux aller de 50 000 euros par an à 500 000 euros par an, à 3 millions par an dans les 5 prochaines années? Où est-ce que je me vois être en fait? Quel est le potentiel de croissance? Quel est le potentiel de croissance? Et tu peux regarder tes compétiteurs. Ok, tel compétiteur a commencé il y a tel nombre d'années, voici où il est vraiment. Ok, ça donne un indice. Qu'est-ce qu'il a fait pour y arriver, ainsi de suite? Le potentiel de croissance, c'est important. Si je suis dans une industrie qui est en déclin, tu auras du mal à percer. Si tu es dans une industrie qui n'est pas en train de croître, à quoi bon? C'est la raison pour laquelle j'adore le marketing. Je parle beaucoup de marketing numérique parce que le marketing numérique, et les métiers qui ont autour du marketing numérique, c'est une industrie qui est en pleine croissance. Je parle également de créer des produits numériques ou des produits digitaux parce que c'est également une industrie qui est en pleine croissance. On te parle des trillions de dollars d'ici 2030 et en 2024. On parle des trillions de dollars. C'est énorme. Le potentiel de croissance, il est là, il est présent et les données l'attestent en fait. Donc, ça, c'est le troisième critère. Sur chaque business que tu as, quel est le potentiel de croissance? Quatrième critère, c'est quoi ta vision sur le long terme? Est-ce que c'est en accord? Est-ce que le potentiel de croissance que tu as est en accord avec la vision que tu as sur le long terme? Quelle est la vision que tu as sur, est-ce que la vision que tu as sur le long terme, c'est ok, c'est ce que je veux lancer, c'est que je veux juste lancer pour avoir des revenus ici et là, après je sors, I'm out, je vais aller faire autre chose. Ou est-ce que c'est ce que je vais lancer, c'est ce que je veux vraiment léguer à mes enfants? C'est un business pour lequel je veux vraiment être connu mondialement. C'est un business pour lequel je veux vraiment impacter des vies. Apporter de la valeur au-delà de ma ville, au-delà de mon continent, au-delà de ma sphère d'influence. Quelle est la vision concrète que tu as pour le business que tu es sur le point de lancer? C'est très important. Il faut que tu aies une vision. Il faut que tu aies, et très souvent, la vision que tu as doit être au-delà de toi. Si la vision que tu as, c'est, ok, je veux juste payer mes factures à la fin du mois et ça me va. Si je peux juste générer 3 000 euros et que je peux vraiment payer mes factures, c'est que c'est bon. C'est pas une vision qui peut te maintenir ce feu ardent en toi pendant longtemps. Il faut que la vision que tu as, ce soit une vision qui t'attrape par les tripes. J'ai par exemple une personne que je coach qui m'a dit, Jolie, il faut vraiment que dans les 6 prochains mois, je me licencie parce que j'ai un fils qui est malade et il a ces différents problèmes de santé. Je me rends compte aujourd'hui qu'il y a plein de choses que je n'ai pas vues venir parce que je travaillais beaucoup trop. Je travaille tellement parce que j'ai une carrière qui est très prenante. Et je me suis rendu compte qu'en le faisant, je négligeais mes enfants. Et il y a mon fils qui il a eu telle maladie et c'est en train de se développer et j'ai besoin d'être plus proche de lui. Il faut que ce truc explose. Il faut que je me licencie, il faut que je travaille de la maison désormais. Ça, c'est une vision qui t'attrape par les tripes, en fait. Parce que ce n'est pas seulement moi, c'est un truc, c'est un désir qui est plus ardent et qui est plus pressant. Ça veut dire, j'ai besoin, ce business, c'est le véhicule pour être plus proche de mes enfants, pour avoir
un enfant qui retrouve la santé. C'est cette vision qui va te pousser à te lever le matin 1 heure plus tôt, 2 heures plus tôt, à aller te coucher plus tard le soir, parce que tu sais pourquoi tu le fais. Tu sais pourquoi tu le fais. Et ce genre de clients avec qui je travaille, ce sont les personnes qui explosent rapidement lorsqu'elles prennent le coaching. Pourquoi? Parce que elles implémentent, elles posent des questions, elles viennent aux séances de coaching. Elles sont déterminées, en fait. Elles ne sont pas intéressées, elles sont déterminées. Pourquoi? Parce que la raison de réussir est trop forte. Pour elles, l'échec n'est pas une option. Échouer, ne pas réussir ce business, c'est pas une option pour elle parce qu'elle en a besoin absolument. C'est un impératif. Et ce n'est pas juste, ok, j'ai besoin de générer ces revenus pour maintenant, j'ai besoin de générer assez pour me licencier, prendre soin des frais, prendre soin de mes enfants, prendre soin de leurs frais de santé et tout. Donc, c'est vraiment une vision sur le long terme qui est en accord avec la croissance du marché. Donc, demande-toi, quelle est la raison pour laquelle je veux vraiment lancer ce business? Quelle est ma vision? Quelle est ma vision sur le long terme? Parce que si tu n'as pas une vision qui t'attrape par les tripes, si la vision c'est, oh, mais être entrepreneur, c'est cool. Je vais être boss lady, c'est cool. Je vais être une boss lady. Si c'est la vision que tu as, c'est pas assez fort, en fait. Je suis désolée, hein. Si la vision c'est, je vais être boss lady, je vais être CEO, je vais dire que je suis founder, c'est pas assez fort. C'est par exemple la plupart des personnes qui vont lancer un compte qui est censé être un compte business, mais dans lequel elles vont créer du contenu qui n'a rien à voir avec le business, parce que la vision qu'elle n'en est pas assez forte, en fait. Il y a une confusion. Parce que quand la vision que tu as assez forte et que tu sais exactement pourquoi tu as lancé le compte que tu as lancé, tu ne te laisses pas distraire. Tu ne te laisses pas distraire. Tu restes content de ce que tu as fait. Et tu te dis, quelle est la façon la plus rapide d'accéder à la vision que j'ai? Et qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour accéder à la capacité que j'ai d'accéder à cette vision-là? Du coup, tu ne te laisses pas distraire. Tu ne t'offres pas ce luxe de te laisser distraire par différentes choses. Et c'est très important. Car plus tu seras focalisé dans ce que tu as créé, plus tu auras des résultats également que tu pourras générer derrière. C'est ça, en fait, tu pourras compresser le temps et accomplir en 3 mois ce qui prend des autres personnes 3 ans pour accomplir. Parce que s'il y a des gens qui ont lancé un business, il leur faut 1 an pour avoir le premier client. Pourquoi? Parce qu'ils sont laissés distraits lorsqu'ils ont lancé le business. C'est super important. Et le 5e critère que tu vas avoir à l'esprit pour choisir l'offre que tu vas vendre, c'est le feedback. Quand je dis feedback, c'est le feedback de tes clients potentiels. Quelle est la capacité que tu as à servir? Quand tu vois l'industrie présentement, quelle est la capacité que tu as à te différencier? Quelle est la capacité que tu as à venir apporter une solution, une offre qui est meilleure? Quelque façon que ce soit. Parce que quand tu offres un service, en fait, ou un produit, demande-toi qu'est-ce qu'on fait déjà sur le marché et comment est-ce que je peux apporter ma touche personnelle? Qu'est-ce qui manque en fait dans mon marché? Qu'est-ce qui manque dans cette industrie dans laquelle je vais pénétrer? Parce qu'il y a toujours un élément qui manque. Et pour trouver ce qui manque, regarde les avis que les clients laissent sur les différents compétiteurs. Qu'est-ce qui ne se fait pas encore? Qu'est-ce que tes compétiteurs font bien? Qu'est-ce qu'ils font mal? Quelles sont les différentes choses que tu peux combler en fait? Et très souvent, si tu veux regarder quelle est mon histoire de vie, ça, c'est encore plus pour ceux qui vendent des services, ceux qui vendent des compétences, ceux qui vendent des services. C'est pas pour ceux qui vont vendre. Ça peut s'appliquer à toi si tu veux également tu as une boutique e-commerce et que tu vends des produits physiques. Tu peux également appliquer ça à tes produits physiques. Mais ce contenu est pensé spécifiquement pour des personnes qui vendent des services, qui vendent une expertise. Donc, demande-toi, sur la base de ce qui se fait déjà présentement sur le marché, qu'est-ce que je peux apporter de différent? Quelle est la petite touche que je peux apporter qui va me différencier véritablement de ce qui est déjà présent sur le marché? C'est très important. Car si tu es si tu es copie-école, ce que les compétiteurs font, ce qui se passe, c'est que tu te fonds dans la masse, en fait. Tu auras du mal à vendre. Tu auras du mal à vendre. Tu auras du mal à communiquer, à persuader, à influencer et à attirer des clients qui sont haut de gamme. Mais te dire, qu'est-ce qui manque dans le marché? Qu'est-ce qui manque? On a par exemple McDo. On a McDonald's qui est une grosse chaîne de fast-food. On a Burger King qui est un peu comme le McDo, c'est pareil. Mais on a le KFC. KFC a dit, ok, tu sais quoi, ils font déjà, le burger est déjà pris. Je vais pas encore faire des burgers parce que tout le monde mange le burger. Il y a McDo, il y a Burger King. Qu'est-ce que je peux faire de différent? Ils ont créé le KFC. Ils ont dit, on va créer le poulet frit. C'est totalement différent. Ils attirent une audience différente. C'est le même marché cible, mais c'est le même type de nourriture. C'est le fast-food, mais leur produit est différent. Il est unique. Il est très, très unique. Donc, demande-toi, dans ce que je fais présentement, dans ce qui se fait déjà présentement,
quelle est la petite chose que je peux apporter? Quelle est la petite touche que je peux apporter? Quelle est la petite chose de créativité que je peux apporter pour rendre la chose meilleure? D'accord? Par exemple, tu peux dire, OK, il y a des coachs finance peut-être que je suis coach finance. OK, il y a pas mal de coachs finance qui sont déjà sur la plateforme. Qu'est-ce qui me rend différent? Peut-être je peux être un coach finance pour des salariés spécifiquement. Il y a quelqu'un que je suis un coach comme ça, qui m'a dit, on parlait de positionnement et tout. Il m'a dit, Jolie, quand j'ai voulu me lancer, je me suis rendu compte que j'avais mis un compétiteur. Et quand j'ai fait une intervention, je me suis dit, qu'est-ce qui me rend unique, qu'est-ce qui me rend différent? Je me suis rendu compte que j'étais noire. Et dans l'industrie dans laquelle j'opérais, cette industrie était pleine de blancs. Et je me suis dit, ce qui va me rendre différent, c'est que je vais parler à une audience noire qui est comme moi. C'est ma niche, c'est mon audience cible. Et donc, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, OK, c'est là que je parle également. Regarde ton expérience de vie, regarde ton expérience professionnelle, regarde tout ce qui fait la personne que tu es. Parce que quand tu vends un service, quand tu vends une expertise, quand tu vends une offre, tu fais partie de ce que tu vends. Tu fais partie du packaging. Les gens n'achètent pas seulement ce que tu vends, mais ils achètent également qui tu es, la personne que tu es, les valeurs que tu as, ainsi de suite. Donc, c'est important que tu puisses insérer ça dans ce que tu vends, que tu puisses inclure. D'accord? Donc, on a l'exercice pratique qu'on s'est donné. C'est important de le faire. C'est très important de le faire. Et une fois que tu l'auras fait, regarde les notes que tu as totalement. OK, j'ai eu 1, 2, 3, 5 ici, j'ai eu 3, 4, 5 là-bas, ainsi de suite. Regarde les notes que tu as sur ces différents éléments et regarde l'offre qui est la plus adéquate maintenant pour toi. OK? C'est très important. C'est pour cela que ce soir, je voulais qu'on en parle parce que c'est un sujet qui est super intéressant. Trouver une offre intéressante, c'est une des choses les plus importantes que tu puisses faire, littéralement. C'est l'une des choses les plus importantes que tu puisses faire en tant qu'entrepreneur.